dynamique au changement. Je n'ai pas mon diaporama. Je ne pouvais pas rêver mieux que de passer juste après Geneviève Michon, puisque nous avons été à la même école. J'ai fait ma thèse en Indonésie et je travaille actuellement au Maroc. Nous avons des démarches très complémentaires et avons travaillé sur plusieurs projets ensemble. Donc j'attends mon diaporama. En attendant, j'ai choisi aussi de ne parler que de la région méditerranéenne pour une simple raison et aussi avec une dimension historique des systèmes agroforestiers en Méditerranée, pour la simple raison que le développement des civilisations méditerranéennes a toujours été expliqué par le développement de la céréaliculture. Et ce faisant, on a totalement oublié le rôle fondateur des espèces arborées dans le développement de ces sociétés méditerranéennes. Et c'est un peu pour redonner sa place à l'arbre que j'ai voulu faire cette présentation aujourd'hui. Donc mon diaporama va arriver. Donc voilà, je travaille depuis 2006 dans la châtaigneraie Cévenol, sur les rives nord et sud, sur la trufficulture aussi avec Marc-André Sellos. Et puis je suis spécialisée sur le nord du Maroc, sur la partie méditerranéenne du Maroc, qui est le Rif et le pré-Rif, c'est-à-dire ça va des bordures de la Méditerranée jusqu'à la ville de Fès. Donc, alors pour avancer, voilà. Ce qui m'intéresse beaucoup, et je pense que vous êtes tous pleinement conscients que ce qu'introduit l'agroforesterie fondamentalement, c'est l'importance de la diversité en fait dans les cultures. Et en tant qu'ethnobotaniste et anthropologue, je vais essayer de vous expliquer aussi pourquoi la diversité s'est fondée essentiellement sur des bases culturelles, sur le traitement de la diversité des arbres par les sociétés, mais que ce traitement de la diversité est équivalent aussi à la façon dont on traite autrui, c'est-à-dire les autres dans nos sociétés. À gauche, vous avez une agroforêt qui est le résultat, une zone à amandier au Maroc, dans le Haut-Atlas, qui est le résultat d'un processus évolutif lent dans des agroécosystèmes traditionnels qui s'appuient sur la diversité, sur des valeurs socio-historiques, culturelles, je dirais, politiques et commerciales. C'est une multiplicité de valeurs et ce qui m'intéresse, c'est comment on peut passer en fait des systèmes qui sont de plus en plus présents dans le cadre d'une certaine modernité, fondés, elles, sur deux valeurs majeures qui sont le productivisme et le commerce. Comment est-ce qu'on établit des ponts entre ces deux systèmes ? Donc, pour résumer, l'agroforesterie méditerranéenne est une histoire extrêmement ancienne. Ça concerne l'olivier, la vigne, le figuier, le palmier dattier, le grenadier, l'amandier, le sycomore des Égyptiens et bien d'autres, le caroubier, j'en oublie, et les chênes aussi, qui ne sont pas considérés comme domestiqués. Et quelques aspects importants de cette agroforesterie, c'est qu'on a longtemps considéré que, disons, les arbres domestiqués ont été longtemps considérés comme étant domestiqués parce qu'ils ont fait l'objet d'une reproduction végétative pour fixer les éléments caractéristiques qui intéressent l'homme. Or, les arbres, pour la plupart, sont des espèces allogames, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas s'autopolliniser. Et du coup, à chaque génération, en fait, c'est ce qui a fait penser que la reproduction végétative était essentielle. Donc ces formes allogames, elles se sèment dans les agroforêts et donnent des arbres qui sont issus de semis, d'un côté, et les espèces reproduites végétativement donnent des clones qui se reproduisent sur plusieurs centaines de générations, puisqu'on reprend toujours les mêmes boutures, on reprend toujours les mêmes greffons. Et donc on a une transmission intergénérationnelle des arbres sur une très très longue période. Et tout ça, ça se croise, et c'est ces croix entre les deux qui ont été très très peu étudiées aujourd'hui. Et il y a d'ailleurs une interfertilité entre le sauvage, le féral et le cultivé, qui fait qu'on n'a quasiment pas de syndrome de domestication observable sur les arbres. Donc les arbres, c'est à la fois un écosystème à part entière, avec des réseaux ectomycorhiziens et endomycorhiziens
des pollinisateurs, un abri pour la biodiversité des insectes et des oiseaux. C'est une pérennité qui va agir sur la biologie évolutive avec des chevauchements de générations au niveau populationnel. C'est l'allogamie dont je vous ai déjà parlé. C'est la diversité aussi de la biologie de la reproduction de l'arbre. Par exemple, le figuier est dioïque, l'olivier est anémophile, l'amandier, le châtaignier et l'arganier sont entomophiles. Et du coup, face à cette biologie complexe de l'arbre, il y a les usages multiples qui sont très très connus, avec les usages de l'arbre lui-même et de tous les produits annexes. Il y a les transmissions transgénérationnelles qui font de l'arbre un objet patrimonial avec un rôle important dans la construction des territoires. Des techniques de pollinisation extrêmement complexes, mais qui font aussi que les populations arborées sont nécessairement variées. Et de la multiplication clonale, comme je vous ai dit, mais la sexualité est au cœur des processus de diversification et de gestion des populations arborées. Donc les savoirs et savoir-faire historiques des agriculteurs en Méditerranée, qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui pour l'amélioration des agroforêts contemporaines dans un contexte de changement planétaire? Si on prend le cas de l'olivier, on peut dire que cet arbre se situe au cœur de la diète, la fameuse diète méditerranéenne et des socio-écosystèmes. Il y a une infinité de façons en Méditerranée de préparer les olives de table et de fabriquer des huiles. C'est de la diversité culturelle, une infinité de façons de consommer autour de la table. Il y a environ 1 millier de variétés recensées à l'échelle méditerranéenne aujourd'hui. À chaque fois qu'on creuse et qu'on regarde, on en trouve encore et encore. Et d'où vient cette diversité? Donc il faut pour cela plonger dans l'histoire de l'oléastre méditerranéen, qui est la variété sauvage de l'olivier, qui est souvent considéré, donc on voit sa répartition ici, souvent considéré comme l'indicateur bioclimatique en Méditerranée et qui est connu depuis très très longtemps. Et je dirais que l'oléastre et l'olivier sont des indicateurs bioculturels de la région méditerranéenne, et j'insiste sur le fait que les arbres et les hommes se sont construits parallèlement. C'est ce que je vais vous raconter. L'extraction de l'huile d'oléa, ça date de 1900 000 ans avant maintenant. Et donc il y a plus de 10 000 ans d'histoire de mise en culture sans domestication, d'aménagement, de gestion en fait des oléastres en Méditerranée. C'est seulement il y a environ 5 000 ans, un peu plus, qu'on a des signes véritables de mise en culture et qui est totalement concomitant avec des développements de techniques. Ces oliviers et ces oléastres ont des usages multiples et à caractère vitaux, médicaments, alimentation, huile de lampe, les bains, le bois de chauffe, de construction. Ces arbres ont aussi une valeur symbolique extrêmement importante, en fait, olivier et oléastre, bien que ça soit essentiellement documenté aujourd'hui autour des grandes religions. La valeur symbolique est probablement pré-judéo-chrétien. Et c'est la valeur commerciale de ces arbres qui va avoir l'impact le plus impressionnant en fait à l'échelle méditerranéenne, puisqu'il s'agit bien de la collision entre les notions économiques grecques et romaines et les savoirs et savoir-faire développés en région du Levant, donc la Syrie, le Liban, qui vont donner une véritable industrialisation et un fait colonisateur qui est celui de l'annexion de la Méditerranée par les Romains. Donc on voit bien là le rôle extrêmement important des arbres dans le développement des sociétés méditerranéennes. Je vais vous parler d'une technique qui se rapproche de celle qu'a décrit Geneviève sur le châtaignier et que j'ai étudiée aussi par ailleurs sur le châtaignier, qui a une origine très ancienne et qui est une technique à mon avis qui est totalement d'actualité. Les plus anciennes traces de cette technique ont été retrouvées sur une pierre à Carthage, en fait dans la région de Carthage, et qui nous permet de repérer quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire que c'était les taxes qu'établissaient en fait les Romains selon si l'arbre était greffé ou s'il était en fait élevé en pépinière.
Et les arbres greffés, en fait, arrivaient à production beaucoup plus rapidement et faisaient l'objet d'une taxe foncière différente. Et c'est la première trace qu'on a, et de toute façon, le texte dit également que les personnes qui plantent de l'olivier de cette façon peuvent acquérir de nouvelles terres agricoles. Donc le greffage sur oléastre, sauvage ou spontané, est connu aussi depuis la Grèce antique et essentiellement en Afrique du Nord. Pendant cette période, l'huile d'oléas était très réputée parce que plus douce et de meilleure conservation, et a aussi une forte valeur médicinale. Et un des historiens berbérophones nous dit que les influences puniques, grecques et romaines qui auraient pratiqué la greffe de l'oléastre auraient pratiqué la greffe de l'oléastre avant l'influence phénicienne. Donc les usages actuels au Maroc, c'est une huile de très grande renommée qui a une valeur médicinale essentiellement dans le Rif et dans le pré-Rif. Et l'existence d'huile vieillie qu'on appelle le thériaque, qui est un mot d'origine grecque et qui est vendu très très cher et qui a une très grande valeur médicinale. Actuellement, l'huile d'oléas est utilisée dans le Haut-Atlas, mais aussi en Sardaigne et en Algérie. C'est un marqueur, l'oléastre est toujours un marqueur de limite dans beaucoup d'agrosystèmes du nord du Maroc. Son huile est toujours commercialisée. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que tous les oléastres qui ont une taille exceptionnelle sont gardés, gérés, sarclés, protégés et hérités au même titre que l'arbre greffé. Donc il y a bien parmi tous les arbres greffés l'introduction en fait de la reproduction sexuée dans ces agroforêts qui permet en fait de créer de nouvelles variétés. Très rapidement, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais néanmoins c'est important de noter que ces arbres ont l'oléastre ou l'olivier et puis le figuier aussi, une très très forte valeur symbolique, y compris l'arganier, puisqu'on est en train de faire un travail là-dessus avec Romain Simonel, et que les grands arbres qui ont été préservés pour des raisons symboliques et religieuses ont pu jouer un rôle extrêmement important dans les populations de l'arganeraie actuelle ou des oléastres actuels dans le nord du Maroc. Le greffage sur oléastre a une persistance sur la rive sud méditerranéenne, notamment dans le Rif, mais aussi en Corse, en Sardaigne et beaucoup en Kabylie et jusqu'en Tunisie. Sur la rive nord, on s'aperçoit que les Romains, en fait, ont impulsé une technique bien différente, qui est celle du bouturage et de l'éclatement en fait des souches pour donner des nouveaux arbres. Donc c'est extrêmement différent. Sur la rive nord, on n'a pas de greffage sur oléastre. Donc la distribution actuelle, les données linguistiques nous amènent à émettre une hypothèse que le greffage sur l'oléastre serait une ancienne technique berbère, kabyle, qui résulterait d'une confrontation entre l'utilisation très ancienne de l'huile d'oléastre au Maroc et qui aurait précédé la période romaine, et les techniques de greffage et le commerce de l'huile d'olive et de cette technique, ainsi que l'importance de cette technique pour les transactions foncières. Donc c'est très important de comprendre cette histoire de transactions foncières parce que cela consiste essentiellement à conquérir la forêt pour fabriquer une forêt productive, avec un éclaircissage de la forêt qui ressemble à de l'agriculture un peu sur brûlis, qui est plutôt de l'écobuage, et puis un greffage sur les oléastres qui font partie de l'agrosystème local. Dans d'autres zones, c'est des arbres qu'on va chercher dans les oueds ou dans les forêts attenantes et qu'on ramène en fait dans le champ et qu'on va greffer. Et du coup, à l'instar en fait de ces règles sur l'appropriation des terres qui sont héritées des Romains et qui ont été repris aussi dans l'islam à propos de la notion de terre morte et de terre vivante, on voit que conquérir la forêt, transformer la forêt, greffer les oléas constitue une technique en fait foncière extrêmement importante de domestication en fait de l'écosystème. Donc diverses variétés de ces oléas sont actuellement reconnues qui correspondent très exactement à des processus de sélection
pré-domesticatoire. La technique de greffe est extrêmement sophistiquée avec des systèmes de protection, avec de la balle, de l'argile. En quelque sorte, l'homme crée des peuplements arborés à 2 niveaux, 2 génotypes, avec une capacité physiologique qui est accrue et une adaptabilité écologique fondée sur l'hétérogénéité et la diversité, plus une diversification variétale toujours en cours, puisque au fur et à mesure qu'un oléas présente des caractères vraiment intéressants, il est récupéré pour être greffé comme une variété d'olivier. Les avantages sont évidents, je ne vais pas trop détailler là-dessus. Les critères qui guident les pratiques sont l'apport de cette vigueur au sens paysan, qui est synonyme de force, la possibilité d'incorporer de nouvelles variétés à partir de ces oléastres. C'est attribué aux racines. La vigueur joue aussi un rôle sur la production de la quantité d'huile produite, mais aussi sur le goût. On est en train de tester pas mal de choses sur ce plan-là. Elle peut se mesurer à la taille des couronnes et à la hauteur des arbres, la qualité d'huile et la phénologie qui est adaptée aux besoins, le type d'olive lui-même qui est appréhendé selon des critères morphologiques du fruit. Et avant de quitter ce système à oléastre, et je voudrais dire qu'il n'est pas tout seul, enfin l'olivier n'est pas tout seul, puisqu'il s'agit d'une arboriculture associée à de la céréaliculture et du pastoralisme, qui sont les 3 piliers de ces agrosystèmes, et qu'on trouve dans les agrosystèmes rifins, tous les anciennes céréales en fait méditerranéennes, dont le fameux petit épeautre qui est extrêmement en perte de vitesse à l'échelle européenne, mais aussi toutes les anciennes légumineuses, les fèves, les vesses et les gesses. Donc en quelque sorte, ce système est celui qui abrite la céréaliculture, plutôt que ce soit la céréaliculture qui en fait a mené à la domestication et au développement des sociétés. Il y a aussi toute une gamme très importante d'espèces adventices, dont certaines à grande valeur alimentaire. Il y a plusieurs centaines en fait de sortes de salades, mais qu'on consomme cuit, et qui se trouvent dans ces systèmes céréaliers et qui doivent être mis en valeur. Donc cette agroforêt à oléastre et olivier est fait de nature et de culture, c'est ce qu'a dit Geneviève tout à l'heure et je suis parfaitement d'accord là-dessus. On ne peut pas dissocier ces 2 éléments avec une profondeur historique qui est celle-là. Mais aujourd'hui, les plans d'occupation au Maroc, vous voyez tout ce qui est en vert, ce sont les vieilles oliveraies, mais ce qui est en jaune, en fait, sont tous les successions en fait de projets qui ont été amenés depuis la colonisation, puis la FAO, les luttes contre l'érosion, les nouvelles techniques qui en fait utilisent toutes les zones où l'eau est accessible. Donc le résultat de ce système, donc là on voit le massif avec les reliefs. Le résultat de ce système est que ces anciens systèmes à oléas sont relégués et que dans les nouveaux systèmes, en fait, on a de vrais problèmes. Ce sont des projets totalement exogènes avec diverses conceptions d'aménagement. Les fameux modèles de contours de niveau, le modèle en lattice carré, tous sont des systèmes à fort intrant avec un plan de mise en culture qui est lié à des divers packages, des tailles de parcelles, des filières de commercialisation, des types d'intrants, l'irrigation. Il y a systématiquement une rupture de l'équilibre agro-sylvo-pastoral parce que ce sont de minuscules plantules qu'on implante sur le terrain. Il y a une reproduction clonale qui fait qu'actuellement il y a quasiment un seul clone d'olivier qui est diffusé à l'échelle du Maroc avec des systèmes racinaires extrêmement vulnérables et réduits. Une perte de contrôle des agriculteurs sur les processus de reproduction et une rupture du processus de création variétale. C'est une vraie voie de garage sur le plan évolutif. La forte vulnérabilité de ces systèmes est évidente en situation de changement climatique, y compris la question de la vulnérabilité phytosanitaire et aussi d'une vulnérabilité commerciale. Donc tout est lié et le Maroc est en train d'être envahi par des nouvelles oliveraies de ce type.
Je vais passer sur un deuxième système agroforestier sur lequel je voudrais apporter quelques autres éléments toujours pour construire cette idée d'un parallèle entre développement des sociétés méditerranéennes et l'importance des arbres. Ficus carica, qui a un rôle historique qui est très peu connu finalement dans la vie de ces sociétés. Un très grand chercheur israélien a démontré récemment dans ses fouilles que le figuier aurait pu être l'arbre le plus anciennement domestiqué en Méditerranée. Son travail est quelque peu controversé par tous les gens qui regardent ces données-là, qui ne montrent que des fruits en fait. Alors les gens regardent la taille de l'endocarpe, discutent sur le fait qu'il n'y a pas d'embryon, qu'il y a de l'embryon, etc. Bon, moi je travaille depuis un moment sur un ensemble d'évidences ethnobotaniques qu'on est en train d'essayer d'accumuler et qui ne sont juste pas visibles en fait dans les fouilles archéologiques. Notamment le fait que le figuier est depuis la nuit des temps probablement une rudérale associée à l'habitat des humains. Parce que à chaque bergerie au Maroc, à chaque maison, à chaque petit endroit où l'homme s'arrête, il y a toujours du figuier parce qu'il y a de l'eau et de la matière organique. Bien que le figuier pousse dans un habitat naturel très différent, dès que l'homme s'installe quelque part, il se carapate, si je puis dire. Il est très important, très près de la maison. Le figuier, c'est l'éloge de l'ombre, c'est extrêmement important. Il a une profondeur symbolique phénoménale. Vous me direz à quoi ça sert. Ça sert à le conserver, à en conserver sa diversité. Le figuier se situe dans un processus analogique entre être humain et arbre qui n'a aucune commune mesure, je dirais, avec n'importe quelle autre espèce arborée à l'échelle mondiale, là, pour l'ensemble des espèces de figuiers. Il est associé, les espèces de figuiers sont associées dans la majorité des sociétés qu'on a étudiées, y compris en Indonésie, à des mythes de fondation de ces sociétés. Autant de caractères non visibles dans les fouilles archéologiques, donc qui ne permettent pas de dire si le figuier était effectivement domestiqué il y a 10 000 ans ou pas. C'est un médiateur évident entre les hommes et les forces surnaturelles. Les fruits sont extrêmement importants dans les pratiques de don et de contre-don. Les figues sont couramment utilisées depuis l'Égypte ancienne pour nourrir les morts, les anges, les djinns. C'est un symbole de fécondité du fait de la forme même de ces fruits, hein, puisque c'est un fruit complètement invaginé où les fleurs sont à l'intérieur et du coup c'est un fruit c'est un arbre qui a tout autant un rôle majeur dans les transmissions patrimoniales et les échanges matrimoniaux. Il sert aussi à l'appropriation de la terre. C'est un arbre d'ombre et de fourrage et c'est un fait social total extrêmement important. Et n'oublions pas la part commerciale de cet arbre, parce qu'en fait il a été très peu quantifié, mais ce sont des quantités extrêmement importantes et un rapport commercial sûrement bien plus élevé, non pas sûrement, mais c'est sûr, bien plus élevé que la céréaliculture. Il sert localement, il sert à voyager, il a servi aux marins, il a servi lors des guerres de conquête de l'Andalousie et ainsi de suite. Il a en fait un pattern en fait de diffusion dans les terroirs du coup qui est très différent de l'olivier, puisqu'il part de la maison pour partir vers les vergers, toujours avec ces questions importantes sur le métayage et les liens sociaux que ça entraîne par rapport aux arbres. Dans le Rif, 133 variétés qui correspondent à 122 génotypes. C'est une différenciation à l'échelle locale qui est un signe d'un processus de domestication continu dans le temps, avec des analyses génétiques que nous avons effectuées qui montrent que les variétés cultivées présentent une diversité en fait quasiment similaire aux figuiers qui poussent de graines, et du coup cette accumulation en fait permanente de variétés au cours du temps, avec une importance considérable de la reproduction sexuée. Le figuier est en passe de devenir une culture commerciale alors qu'elle avait été longtemps abandonnée, et du coup j'allais dire une spécialisation pour quelques variétés qui ressembleraient plus à la variété de Izmir, qui a envahi le marché de la figue sèche
en Méditerranée depuis longtemps, donc que des figues blanches, et certaines figues blanches, pas toutes. Donc la caprification qui est importante parce que on ne peut pas comprendre ce figuier sans ce processus particulier. Sur la rive nord de la Méditerranée, la plupart des variétés sont parthénocarpiques, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus se reproduire par voie sexuée, parce qu'on n'a pas donné plus d'importance que ça au séchage, puisque les variétés caprifiées sont les seules à pouvoir être séchées facilement du fait de leur teneur importante en sucre. D'ailleurs, la très grosse production turque est une production totalement caprifiée. La caprification, c'est quoi? C'est des arbres mâles de figuiers sélectionnés provenant de zones sauvages ou plantés dans les agroforêts et qui vont être amenés en fait sur la figue femelle. Les caprifiguiers sont vendus sur les marchés et sont dans un marché extrêmement structuré. Et il y a une connaissance ethno-écologique extrêmement précise et qui est en perte de vitesse. Voilà l'intérieur d'un figuier femelle avec les fruits. Alors, bon, comme Geneviève, je ne sais pas utiliser ce truc. Le bouton du milieu, les fleurs femelles à l'intérieur d'une figue femelle et quelques fleurs mâles à l'extérieur. Et voilà, c'est très détaillé parce qu'en fait, quand on achète des caprifigues sur un marché, le paysan passe un temps fou à regarder si y a plutôt cet insecte-là qui est le parasite qui a coévolué avec Ficus carica ou si c'est Blastophaga pennes qui est le seul en fait insecte à pouvoir polliniser le figuier. Donc les paysans reconnaissent tous les stades en fait de ce processus de caprification, du stade où l'insecte rentre dans le figuier mâle, la figue mâle, au stade où il va vers la figue femelle avec des odeurs différentes des variétés qu'on est en train aussi d'analyser en ce moment. Donc voilà, les agriculteurs interviennent aussi sur ce cycle parce que la caprification suppose 3 générations de figues mâles qui s'échelonnent dans le temps et les agriculteurs peuvent aussi caprifier les figues mâles pour faciliter en fait le cycle complet de ce blastophage et pour permettre de passer des stades 1 au stade 2, etc. pour arriver à une caprifigue en fait qui puisse polliniser. Bon, je voulais vous montrer ce système très complexe. Il a l'air complexe, mais il est fondamental pour obtenir des figues qui se sèchent correctement. Quelques mots sur l'arganerie, Geneviève en a déjà parlé, mais c'est surtout pour parler d'un pattern global qu'on retrouve à la fois sur les oliveraies du nord du Maroc, mais aussi sur l'arganerie. C'est ces espaces extrêmement différenciés à l'échelle de l'arganerie qui font qu'on a des arbres plutôt forestiers dans des zones qui sont des zones de pâture et des espaces qui sont plutôt des espaces de champs où il y a une sélection des types de noix, de la protection, de la taille et de l'apport d'eau avec des formes d'arbres extrêmement diversifiées. Donc l'arganerie, comme les figuiers, montre un goût extrêmement prononcé pour la diversité des noix, mais aussi la diversité des arbres, comme a dit Geneviève. Nos travaux montrent que localement, en tout cas, pour obtenir une bonne huile, c'est bien le mélange de cette diversité de noix qui donne une bonne huile. Très rapidement, la trophiculture, et ça c'était pour Marc-André parce que je ne voulais pas passer à côté. Mais bon, il s'agit bien là d'un système où je voulais mettre en avant la partie souterraine des arbres. On a travaillé un petit peu là-dessus. Il s'agit là bien d'apprivoiser l'arbre et l'écosystème. Et je pense, comme Geneviève, que pour arriver à une agroforesterie extrêmement intriquée avec l'agriculture, il faut aussi penser à cette idée d'apprivoiser l'écosystème et d'apprivoiser l'arbre et pas uniquement de tout contrôler. Je pense que la trufficulture est le système le plus poussé. Châtain, depuis 1800 et quelques, avait déjà compris pas mal de choses sur la truffe.
Les biologistes ont séquencé récemment la truffe et on connaît même le système de la sexualité de la truffe, mais on n'arrive toujours pas à produire de la truffe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est véritablement ce travail de Le Corvoisier, qui est cité partout, qui montre qu'il y a eu véritablement une chute de la production truffière et qui est concomitante avec la rupture d'un ancien système sylvopastoral. Les tentatives de mise en culture actuellement ont commencé avec des agriculteurs lors de la crise du phylloxéra et ces plans paysans ont été relayés par l'INRA qui a produit des plans inoculés peu différents, somme toute, de ce que faisaient les agriculteurs et qu'ils ont produit à une grande échelle et qu'ils ont propagé pour faire des champs d'arbres truffiers. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà la distribution de la truffe du Périgord et puis cette truffe noire, et où il s'agit bien d'une symbiose obligatoire entre ce champignon et un hôte, mais aussi une rencontre non contrôlée par l'homme. Donc voilà les champs des trufficulteurs actuellement. Ce sont des champs qui ont en quelque sorte mimé une approche très agricole et on ne voit pas nécessairement pour le moment une remontée fulgurante de la production malgré des arbres très correctement inoculés. Un travail qu'on a fait avec Franck Richard et qu'on continue à faire, c'est d'essayer de comprendre dans quelle mesure l'hétérogénéité paysagère avec des bois truffiers, avec un système qui n'est pas nécessairement fondé sur l'irrigation, avec une diversité paysagère peut améliorer ce système, et aussi comment les pratiques paysannes actuellement, qui en fait éliminent ou favorisent certaines espèces à l'intérieur des brûlés, pourraient favoriser la production de truffes. Donc on est en train de tester dans ces espèces de caissons qui s'appellent les mésocosmes, différentes espèces trouvées sur les brûlés sur la base de nos enquêtes avec les trufficulteurs et qui sont censées, au dire de ces experts, favoriser la production de truffes. Nous sommes en train de mettre en évidence en effet que certaines de ces idées ne sont pas si inintéressantes que ça. Voilà, j'ai plus de temps. Donc personnellement, je voudrais pas revenir sur ce que j'ai présenté, qui est vraiment de cette concomitance et de cette importance des arbres en Méditerranée dans le développement des sociétés, et aujourd'hui dans un cadre de changement planétaire sur la résilience de ces systèmes. Je pense surtout qu'il y a des pratiques locales anciennes et qui sont très peu documentées et qui pourraient être une source majeure d'hypothèses pour développer des systèmes agroforestiers contemporains améliorés, robustes, diversifiés et je dirais aussi harmonieux à regarder. De nouveaux réseaux de savoir et de savoir-faire aujourd'hui mettent en jeu les savoirs locaux, les savoirs scientifiques et les savoirs de divers organismes comme les associations, les bureaux d'études. Et on est dans une période extrêmement particulière d'une rencontre entre différents régimes de construction et différentes épistémologies des savoirs, qui est probablement source d'innovation. On est à une période très très intéressante et il s'agit de comprendre désormais en quoi ces dynamiques d'interaction entre ces différents types de savoirs peuvent véritablement marcher, parce que c'est pas si évident, puisque beaucoup de ces savoirs paysans ont été plutôt oubliés pendant très longtemps, et c'est une des pistes importantes que personnellement je souhaite poursuivre aujourd'hui, c'est-à-dire comment s'articule cette nouvelle construction des savoirs entre savoir local, savoir scientifique et autres. Voilà. Je vous remercie.